Les tireurs étaient quand même prêts à faire un tir. S'ils avaient fait un tir, on avait 20 élèves de traumatisés à vie par l'image qu'ils auraient eue justement de voir ce professeur tomber en sang. Donc c'était une prise d'otage, je ne sais plus en quelle année c'était, hein, c'est marqué dans le livre, 2006 ou 2007, c'était à Sablé-sur-Sarthe, c'était un professeur qui avait complètement pété les plombs. On a une demande, donc nous on se met en place, donc on met des tireurs en place, prêts à le neutraliser par un tir avec des fusils de précision qui sont en calibre 7,62, c'est une munition de guerre. Hein. Faut savoir que l'effet que ça peut avoir sur une tête, c'est que la tête elle explose. C'est extrêmement violent. Et on peut faire un tir épaule de neutralisation parce qu'au GIGN, quand on peut, on préserve la vie. On a des ordres qui viennent du gouvernement, qui nous disent, de certains, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque qui était ministre de l'Intérieur, et qui demande une neutralisation par un tir tête s'il le faut, voilà, pour stopper la crise. En tout cas, nous, à la négociation, les négociateurs avaient pour information que ce professeur prêtait son téléphone portable aux élèves pour qu'ils puissent rassurer les parents. Ce qui était pour nous assez rassurant, où on s'est dit comment ce professeur-là qui a pété les plombs va à un moment donné basculer dans la violence et tirer. Déjà, est-ce que son arme est une arme réelle ? Ça, c'était la question. Les tireurs étaient quand même prêts à faire un tir. S'ils avaient fait un tir, on avait 20 élèves de traumatisés à vie par l'image qu'ils auraient eue justement de voir ce professeur tomber en sang. On ne l'a pas fait. On a choisi justement de négocier jusqu'au bout. Il a libéré les otages, on est rentré. Je me retrouvais dans le trinôme de tête. Il a été percuté par le bouclier et moi je l'ai frappé, je lui ai mis une claque. J'ai rangé mon arme, je lui ai mis une claque et j'ai récupéré cette arme et j'ai ouvert le barillet. Et quand j'ai ouvert le barillet, j'ai vu qu'en fait les munitions c'était des munitions de plastique. Enfin c'est pas des munitions létales. Donc là, on s'est dit, eh ben, au GIGN, on est quand même bon dans l'expertise, parce qu'on n'a pas forcément écouté ce qui venait d'en haut, des ordres d'en haut. Quand on a notre propre expertise, on arrive quand même à avoir un résultat extrêmement positif, parce que là, en l'occurrence, le professeur s'en est tiré avec un petit coup ou un bon coup de bouclier, une claque, mais il est sorti vivant. Et derrière, il y a eu une psychothérapie, et puis j'espère qu'il s'en est sorti, quoi. Et c'est toujours mieux que prendre une balle dans la tête, et c'est un caractère définitif, et ça aurait traumatisé tout le monde. Alors ma première opération, c'était en Corse, c'était une succession de ce qu'on appelle des domiciliaires, c'est des interpellations d'individus dangereux ou extrêmement dangereux, donc ça veut dire armés, et des gens qui sont prêts à faire feu, qui ont déjà fait feu sur les forces de l'ordre. Au moment où on pose la colonne explo sur cette porte, je me dis, moi je suis prévu, je suis dans le trinôme de tête, je dois monter des escaliers et je dois aller dans la chambre justement où se trouve cet individu. Donc je me prépare, psychologiquement je me mets en condition, je me dis voilà, cet homme peut me sortir une arme, il sera peut-être accompagné de sa femme, il va falloir faire ce qu'on appelle, si toutefois j'ai à tirer, le tir sélectif. C'est ce qu'on apprend pendant une année, voire plus, une année au GIGN, où on apprend justement à tirer ou à ne pas tirer, à faire une analyse en une fraction de seconde. Donc la porte explose, et là il faut savoir qu'un jeune au GIGN, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, c'est juste son halo de lumière. Il ne voit pas, il n'est pas en capacité avec le stress à voir plus que ça. Donc c'est vraiment une vision qui est très focalisée. Donc là je rentre, je pense que j'ai le cœur qui bat à 180, 200 pulsations minute, je suis à fond. Et j'ai ce doigt qui est le long du pontet et prêt à venir sur la queue de détente. Je temporise un petit moment donc devant la porte, le temps de sentir le collègue qui est prêt à rentrer avec moi. Là, je sens la pression, je rentre, je pousse la porte et là, en fait, je braque. Et dans mon halo de lumière, qu'est-ce que je vois ? Je vois un lit parapluie et je vois une petite tête d'un gamin de 2 ans que l'explosion a réveillé et qui est en train de me regarder, alors qu'il est aveuglé par cette lumière. Et là, le doigt qui allait se mettre sur la queue de détente en ressort, se met le long du pontet. Et là, il faut tout de suite, en fait, cette capacité d'adaptabilité. J'enlève la cagoule et en fait, en lui enlevant
lumière qui prend dans les yeux, ben, je lui offre, enfin je le rassure comme je peux avec l'image de mon visage. Alors pour les frères Kouachi, on a été engagés à partir du moment où ils sont partis dans le nord de Paris. On a été engagés dans une traque. On a organisé ça donc sur le terrain, ça a été un quadrillage. Et puis on avançait donc dans des champs, on reconnaissait des maisons, on frappait aux portes. On a fait ça pendant toute la nuit, enfin une journée et la nuit, jusqu'au moment où on a l'information, où on apprend qu'ils sont à Dammartin-en-Goële, en Goële, dans l'imprimerie. À partir de là, on a un hélicoptère, je me souviens on descend en corde lisse, et là on fait une approche à pied, tactique. Les négociateurs se mettent en place, les tireurs se mettent en place, etc. etc. Et puis nous, on commence à prévoir un assaut. En ce qui concerne mon trinôme, on était prévu à rentrer dans le bureau du directeur, là où étaient censés être les frères Kouachi. Et il s'agit de prendre pied. Alors prendre pied, c'est rentrer dans le bâtiment et puis de faire ensuite le rouleau compresseur, où les premiers vont un petit peu attirer le feu sur eux, pour que déjà répondre s'ils sont en mesure de répondre, pour que ensuite les suivants terminent, si toutefois les premiers ont réussi à neutraliser, alors peut-être pas complètement, les frères Kouachi ou les avoir vivants, parce que c'était quelque chose qu'on a envisagé, de les avoir vivants. C'est extrêmement compliqué sur des gens qui ont un gilet pare-balles, qui sont prêts à mourir et qui vont faire une ouverture du feu sur vous en rafale. On cite mon nom, j'ai un collègue qui vient me voir et qui me dit voilà, Philippe, je te désigne en tant que chef du trinôme de tête. Est-ce que tu valides cette mission que je te donne? Est-ce que tu acceptes? Je dis pour moi c'est un immense honneur que tu me fais. Je mesure les risques. On fait le briefing et je leur dis voilà, on va rentrer donc par une petite fenêtre, ça va être extrêmement défavorable pour nous. Ils vont nous attendre, ils vont nous voir venir, on n'aura pas vraiment l'avantage de la surprise, parce qu'on arrive en véhicule, c'était à l'étage, fallait faire péter les vitres. Donc on va rentrer, quand on va rentrer, on va attirer le feu sur nous. On n'a pas une protection balistique qui est à 100%, on a toujours un pourcentage de zone qui est offerte malheureusement au tir et à la blessure, voire même à la mort. Je leur dis voilà, il va falloir qu'on se prépare à accepter les impacts, et puis il va falloir continuer à avancer, c'est-à-dire ne pas être surpris par cet impact, le fait d'être touché. Là en fait c'est quand je vais être blessé, peut-être que je vais avoir un bras cassé, les os vont être touchés, mon bras gauche sera peut-être plus en fonction, et je vais continuer avec mon bras armé à aller jusqu'au bout. Voilà, c'était ça le plus dur, de se dire voilà, il faut que je passe cette étape-là et que j'accepte mon sort, c'est-à-dire la blessure, voire la mort, pour que ensuite les autres puissent continuer à avancer et que ce rouleau compresseur puisse aller jusqu'au bout de la mission. Il a fallu prévenir donc nos proches. Moi j'ai appelé ma femme pour lui dire, alors c'était pas vraiment un adieu, mais c'était une hypothèse, c'était une éventualité qu'il fallait pas négliger, parce qu'elle était quand même fort probable si on rentrait de cette manière-là, sur cette hypothèse-là. Donc je lui ai expliqué, elle m'a répondu, ça a été extrêmement dur pour elle, ça a été extrêmement dur pour les enfants, pour tout mon entourage. Ça s'est passé différemment. Les frères Kouachi sont sortis du bâtiment, moi je l'apprends à l'oreillette, et là j'étais dans un véhicule, donc je sors, je monte sur le Sherpa avec les camarades, et là le Sherpa se déplace, et là on assiste en fait à l'échange de coups de feu entre les frères Kouachi et les collègues qui sont en place, les camarades qui sont en position d'appui, de tireurs d'élite, et les camarades qui sont aux abords de l'imprimerie. Et ça tire, et nous quand on arrive donc sur le Sherpa, on voit que les frères Kouachi sont touchés. Très difficile pour nous d'engager le feu. Il faut que le véhicule soit à l'arrêt, on engage le feu, et les frères Kouachi sont assez rapidement neutralisés. Et malgré tous les tirs qu'ils ont effectués, parce qu'ils ont tiré en rafale, ils ont été touchés dans le gilet, dans la tête, dans un second temps. On y a vraiment eu cette volonté de les avoir vivants, mais jusqu'au moment où c'était plus possible, parce que ça nous mettait en danger. Aucun camarade n'a été touché, pour moi, donc Dieu merci. Le
L'employé a été sauvé ensuite. Donc pour moi, c'est une mission qui a été rondement menée et en lien avec l'hypercachère, où là, on apprend presque dans la foulée que l'assaut a été donné, que ça a été extrêmement compliqué, mais qu'ils ont réussi en fait à neutraliser Koulibaly aussi de leur côté.